Voilà, donc là, en fait, j'organise cette semaine, avec donc le soutien de l'Institut ici, un- une sorte d'école pour les jeunes chercheurs donc, sur les séismes. C'est mon sujet de recherche initial. À la base, je suis sismologue, je travaille sur l'étude des grands séismes. Donc voilà, donc tous ceux qui sont dehors, là, c'est des sismologues ou des sismologues en puissance qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, alors pour le lien entre les séismes et les fibres optiques, donc en 2011, il y a ce grand séisme au Japon, je peux vous en souvenir tous. Et donc, bon, moi je travaille sur les grands séismes. Donc voilà, là c'était un grand séisme. En plus, il s'est produit dans une zone qui est un peu ce qui se fait de mieux en termes d'instrumentation. Donc voilà, quand ce séisme a eu lieu, on s'est dit bah, on va pouvoir faire d'énormes progrès en termes de connaissances sur ces grands événements parce qu'il y a plein d'instruments, on ne peut pas faire mieux. Donc on a travaillé et on a sorti nos premiers modèles. Et puis bah, petit à petit, chemin faisant, en confrontant avec d'autres collègues, avec des nouvelles observations qui étaient apportées par différents instruments, ben, on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à reconstruire les pièces du puzzle. Il y a encore énormément de choses, même sur ce très grand séisme, dans un endroit qui est très bien instrumenté par rapport aux autres. On s'est aperçu qu'il nous manquait énormément d'informations. On est passé à côté de plein de choses. Donc il y a certaines choses depuis, on a réussi à peu près à comprendre, mais on sait qu'il y a encore plein d'inconnus. Et du coup, à cette époque-là, en fait, j'ai été recruté au CNRS. J'étais aux États-Unis, je suis revenu en France. Et je me suis posé la question de manière un peu naïve, en fait, je ne me souviens plus trop exactement le détail, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec les câbles fibre optique qui sont au fond des océans? Parce que globalement, mettre des capteurs au fond des océans, c'est compliqué et du coup très cher. Donc c'est compliqué parce que bah, si vous voulez mettre des instruments qui durent longtemps, il faut qu'ils soient avec des batteries, il faut qu'il y ait un système pour les alimenter. Donc on sait mettre des capteurs au fond des océans, mais il faut qu'ils durent longtemps, donc il faut des grosses batteries. Du coup, c'est des gros systèmes qui coûtent cher, et puis qui coûtent du coup encore plus cher, parce que comme ils sont gros, il faut des gros bateaux pour les mettre. Voilà. En général, on ne veut pas les mettre à 100 mètres du rivage, on veut les mettre à des dizaines de kilomètres au large, là où sont les failles. Et du coup, bah, en fait, quand on additionne tous les chiffres, on arrive à des choses qui coûtent vraiment des fortunes. Et au final, on a très peu de capteurs au fond des océans. Donc juste d'un point de vue sismologique, voilà, ça c'est la carte des séismes dans le monde, c'est représentatif. Donc on retrouve des lignes qui sont les limites des plaques tectoniques. Et ça c'est les réseaux sismologiques existants. Et donc en gros, bah, il y en a beaucoup à terre et très peu dans les océans. Les petits points qu'on voit ici, c'est que parfois on a la chance qu'il y ait une île où on peut poser un capteur, mais il est même pas, en général il n'est même pas dans l'eau. Pour illustrer aussi le manque de capteurs, donc cette carte, donc elle est basée sur l'hémisphère nord parce que l'hémisphère sud, il y en a encore moins. Donc les capteurs au fond des océans, c'est les points rouges. Donc ça c'est des capteurs qui en gros nous transmettent, qui nous transmettent des données plus ou moins en continu. Après, ça peut arriver que ponctuellement on va aller mettre des capteurs, mais voilà, il faut un énorme bateau scientifique pour aller les mettre à l'eau. On va revenir 6 mois après pour les récupérer. On va peut-être pas tous les récupérer. Et voilà, et on a les données, ça veut dire qu'on a les données au mieux 6 mois après. Donc voilà, donc il y a un vrai problème, il y a très peu de données sur le fond des océans. Avec les satellites, on a fait énormément de progrès sur la compréhension de tout ce qui se passe à la surface de la Terre, donc à la surface des continents, comment ils se déforment, etc. Voilà, il y a toutes les applications qui sont liées avec les téléphones mobiles, etc. Mais au fond des océans, très peu de choses. Les satellites, ils peuvent aussi suivre ce qui se passe sur les océans, mais en fait, les ondes ne se propagent pas dans l'eau. Donc ce qu'on voit, c'est la surface. Donc on peut avoir la température à la surface de l'océan, on peut avoir les hauteurs de vagues à la surface de l'océan, et encore, voilà. Mais du coup, voilà, ce qui est au fond des océans, très très peu de connaissances. Voilà. Alors les câbles fibre optique, pour vous donner une idée, voilà, ça c'est une carte
Voilà, on en trouve plein sur Internet qui vous montrent un peu la répartition des câbles. Donc par rapport à la carte que je vous ai montrée, hein, si on peut avoir ça comme capteur, au lieu d'avoir les... Hop, je vais prendre ça, hop, ça sera plus simple. Au lieu d'avoir les petits points rouges qui sont là, donc il y a en gros, hein, il y a quelques capteurs au large des États-Unis. Les Japonais, en fait, c'est les mieux équipés. Alors depuis le séisme du Japon, ils ont mis en place cette infrastructure qui est complètement incroyable, mais personne d'autre va être capable de financer une telle infrastructure. Donc là, c'est un câble avec des capteurs. Vous voyez tous les petits points là, c'est des capteurs. Mais bon, ça va rester exclusif au Japon parce que même les États-Unis ne vont pas financer un tel système. Et en Europe, voilà, on a quelques points ici. Alors, les câbles fibre optique. Du coup, alors juste oui, pour préciser hein, un peu, qu'est-ce que c'est un câble fibre optique? Alors, 95% du temps, c'est quelque chose de très fin, 3 cm de diamètre. Hein, ça peut paraître fou hein, de se dire que voilà, si on veut relier avec un câble de télécommunication, je sais pas, la France et les États-Unis, eh ben, quasiment tout le chemin se fait avec un câble qui est, voilà, qui est de cette taille-là. C'est assez fou, mais voilà, finalement, bon, même en 3 cm, ça fait un câble qui est quand même très, très résistant. Et alors, par contre, quand on s'approche de la côte, là où le câble il peut être endommagé par des ancres, des bateaux, etc., là, il a des armatures qui sont plus importantes, donc des armatures métalliques simples ou doubles. Voilà. Mais en gros, dans le pire des cas, c'est un câble qui fait 10 cm. Donc c'est vraiment pas énorme. Alors dedans, donc il y a la fibre optique. Alors la fibre optique, l'idée, donc la fibre optique c'est du verre. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend un barreau de verre, donc ça peut être quelque chose qui ressemble à ça. On le met en haut d'une colonne qui peut faire 10 mètres de haut. On chauffe. Et puis bah, voilà, on contrôle très précisément la température, etc. Et puis on file. On file le bout de verre. Donc globalement, je pense qu'avec la baie vitrée qui est là, on peut faire une fibre optique qui va de la France aux États-Unis. Pour vous donner une idée, hein. Finalement, c'est tiré tellement fin qu'avec pas beaucoup de matériaux, on arrive à faire des longueurs incroyables. Donc le principe, hein, c'est que donc on a un matériau qui est le plus pur possible. Donc c'est de la silice quasiment pure. Et on va envoyer de la lumière dedans. Donc pas n'importe quelle lumière, ça va être de la lumière qui est guidée. Donc c'est de la lumière laser, donc qui est très focalisée. Tous les photons qui composent la lumière vont dans la même direction. Et puis on va s'arranger en fait pour que le cœur où se propage la lumière n'ait pas les mêmes propriétés optiques que la partie qui est à l'extérieur. Et du coup la lumière en fait elle se retrouve piégée et comme ça elle se propage sur des très grandes distances. Voilà. Donc à terre, en gros, ce qui coûte cher quand on déploie les câbles fibre optique, c'est le déploiement. Le câble en lui-même, il ne coûte pas très cher, donc on peut mettre plein de fibres. Donc à terre, tous les réseaux télécoms existants, il y a toujours plein de fibres qui sont inutilisées. En mer, c'est un peu plus compliqué parce que, je reviens sur la slide d'avant, le signal optique il peut se propager, donc on fait des fibres maintenant qui sont très pures, avec très peu de défauts, et du coup la lumière se propage très loin. Mais quand même, quand on veut traverser tout un océan, il faut de temps en temps réamplifier, remettre un peu d'énergie dans le signal, et donc il y a des sortes de petits boudins le long du câble, avec de l'instrumentation à l'intérieur qui réamplifie le signal. Et à cause de cet élément-là, qui est un peu l'élément critique du câble, il n'y a pas beaucoup de fibres. En général, il y en a 6, 12, voire 24 vraiment dans les câbles les plus récents et qui ont le plus de fibres. Voilà. Et tout l'Internet passe par ça. Hein. Même quand on passe un coup de téléphone avec le téléphone mobile, en général, ça passe par les câbles sous-marins. Donc c'est vraiment des infrastructures critiques. Voilà. Donc le principe, hein, je l'ai dit, c'est une fibre optique, c'est un bout de verre qu'on a affilé très fin, dans laquelle on injecte de la lumière
avec un laser pour que ça soit bien focalisé à l'intérieur de ce petit fil très fin, plus fin qu'un cheveu. Voilà, donc ça, ça date des années 60. Il y a un physicien qui a eu un prix Nobel pour ça, Charles Cao. Voilà. Alors au début, les fibres n'étaient pas très pures, donc ça ne se propageait pas très loin. Et puis en fait, ce qui a fait qu'on a pu l'utiliser pour les télécoms, c'est parce qu'on a réussi à les faire de plus en plus pures. Donc ça veut dire que la lumière, en fait, quand on l'injecte d'un côté, elle interagit tellement peu, parce que c'est pur, qu'elle se propage très loin. Voilà, donc développement des fibres pour les télécoms dans les années 80-90, et puis le boom des câbles fond de mer, c'est les années 2000 à peu près. Donc je vous ai dit, pour faire des télécoms, on a été obligé de faire des fibres qui soient très pures, donc très peu de défauts. Mais il y en a toujours des défauts. Et en fait, c'est ça qui nous sert aujourd'hui, et c'est ça qui est en fait à l'origine, qui permet cette révolution. Donc il faut imaginer qu'il y a toujours des petits défauts dans le verre, parce qu'en fait, quand on chauffe le verre et qu'on le refroidit, voilà, même s'ils améliorent les techniques, ils n'arrivent pas à faire qu'il n'y ait pas des petits défauts de densité dans le verre. Donc ces petits défauts, il faut imaginer qu'il y en a plein qui sont répartis un peu aléatoirement dans la fibre, tout le long de la fibre. Et donc on va avoir des systèmes qui vont envoyer de la lumière laser. Donc on peut imaginer par exemple un petit pulse de laser qu'on envoie dans la fibre et qui va se balader. Et à chaque fois qu'il va toucher un petit défaut, il va interagir avec ce défaut. Donc c'est un peu comme, je ne sais pas, dans l'eau, si vous avez un rocher, quand vous voyez les vagues qui arrivent sur le rocher, hein, donc là, les vagues, ça serait la lumière, ça arrive sur le rocher, et ben on voit une onde, une onde secondaire, donc c'est ce qu'on appelle de la diffraction, qui est générée par l'interaction de l'onde première avec le petit relief. Et ben c'est pareil dans la fibre, il y a des petits défauts, et donc quand le pulse de lumière il arrive sur le défaut, il y a une partie qui est réémise dans toutes les directions. Okay. Voilà, donc c'est ce que j'ai illustré ici. Donc on fait un petit zoom sur la structure de la fibre. Donc globalement, la structure elle est à peu près homogène, mais il y a des petits défauts par-ci par-là. Et à chaque fois que le pulse de lumière interagit avec un défaut, la lumière repart dans tous les sens. Et ce qui va nous intéresser, c'est le petit bout de lumière qui revient dans le sens inverse. Donc qu'est-ce qui se passe? J'envoie un pulse de lumière et je vais récupérer, à chaque fois qu'il y a un défaut quelque part dans la fibre, je vais récupérer un écho. Okay. On analyse ces échos et en fait maintenant les systèmes sont suffisamment performants pour détecter globalement des défauts tous les mètres sur plus de 100 km et on va regarder comment ces petits défauts se déplacent. Donc quand on veut écouter du son, on va utiliser un microphone et le microphone en fait c'est quoi? C'est une membrane qu'on fait vibrer avec la voix. Et bien de la même manière, je vais pouvoir écouter la voix, par exemple, ou d'autres choses, des ondes sismiques, avec la fibre optique. C'est-à-dire que le système, ici, il va détecter comment ce petit défaut se déplace en fonction d'une onde qui arrive et qui va toucher la fibre. Okay. Donc là, actuellement, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de faire des mesures sur 100 km de fibre, avec des points de mesure en gros tous les mètres. Et donc cette technologie, donc, elle a un acronyme en anglais, hein, c'est le Distributed Acoustic Sensing. Donc ça veut dire qu'on fait de la mesure d'ondes acoustiques ou sismiques. Et c'est distribué parce qu'en fait on a des mesures en plein de points. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir des mesures très denses, tous les mètres sur la fibre, sur des grandes distances, 100 km. Donc ça veut dire que si on a 100 km avec un point de mesure tous les mètres, ça veut dire qu'on a 100 000 capteurs. Donc la fibre, elle est, en fait, vu que c'est des mesures qui se font avec la lumière et qu'on va regarder des mouvements qui sont à l'échelle de l'atome, vraiment très fins, on est extrêmement sensible. Donc on va détecter des ondes sismiques, des ondes acoustiques, des variations de température, parce qu'en fait la température, elle va affecter les propriétés optiques locales de la fibre, et du coup ça on le voit dans les mesures. C'est trivial. Normalement, si je veux avoir un capteur en mer, qu'est-ce que je fais? Je prends un gros bateau, je développe un capteur, je mets des batteries, je vais le mettre à l'eau,
j'attends 6 mois pour le récupérer. Enfin, voilà, et voilà, il faut que la météo soit bonne, ce n'est souvent pas le cas. Là, ce que je fais, c'est que j'arrive à l'extrémité terrestre du câble. Donc mon système ici, je le démarre comme un ordinateur, et puis je relie la fibre, et d'un seul coup, je vois tout ce qui se passe le long de la fibre. Donc c'est trivial, c'est non invasif. Donc les câbles fibre optique, en fait, c'est quelque chose qui est inerte. Ça émet pas de d'ondes, ou ça modifie pas l'environnement. C'est quelque chose de très fin. Donc ça n'affecte pas en plus le fond de l'océan, alors que si on va déployer des instruments, ne serait-ce que parce que on a des gros bateaux pour les déployer, parce qu'il y a des batteries, parce qu'il y a des lestes, parce qu'il y a plein de choses, c'est beaucoup plus invasif. C'est fiable, parce qu'en fait, tout ça, c'est inerte, donc c'est juste posé sur le fond, et voilà, il ne se passe rien. Et en fait, toute la partie un peu technique et complexe, elle est à terre. Donc s'il y a un problème sur l'instrument, j'ai juste à l'ouvrir, à le remplacer. Voilà, c'est très facile. Je n'ai pas besoin d'aller au fond de l'océan à 4000 mètres de profondeur avec un robot qui coûte des millions pour aller réparer. Voilà, on n'est pas sensible à la météo vu qu'on est à terre. Et puis on fait toutes les mesures à la vitesse de la lumière, donc ça veut dire que toutes les mesures elles nous arrivent en temps réel. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose ici à 100 km, je le vois plus vite que la seconde. Alors, je vais vous montrer des exemples. Alors, juste, je vais vous montrer des exemples sur plusieurs câbles. Les premières mesures qu'on a faites, pour la petite histoire, c'est sur un câble qui est au large de Toulon, parce qu'il y a une expérience de physique qui se passe au fond de la Méditerranée. Bon, c'est un peu, je pourrais en parler plus tard si ça vous intéresse de savoir vraiment le fond de pourquoi les physiciens mettent des instruments au fond de la Méditerranée. Mais il se trouve que voilà, il y avait un câble ici qui est géré par des collègues scientifiques, donc c'était assez facile d'accès. On y est allé, donc c'était en 2018. On a branché un système de mesure, donc c'était les premières, parmi les premiers disponibles pour nous qui travaillons dans l'académique. Et voilà des exemples de ce qu'on voit. Alors, je vais commencer par là. Donc ici, alors, ça c'est le profil du fond marin le long de la fibre. Donc on est à la côte, donc ça c'est la profondeur ici. Donc la profondeur là on arrive au fond de la Méditerranée à 2500 mètres. Voilà, donc on part de la côte, on passe par une pente avec des canyons, etc. Et puis voilà, on arrive au fond de la Méditerranée. Alors au tout début du câble, donc là ici il y a une zone qui paraît assez calme. Là c'est là où le câble passe à terre. Et puis là on arrive sur la plage et ici on a beaucoup d'énergie sur une distance qui est de l'ordre de 3-4 km. Et donc ce qu'on voit sur cette première partie, donc tout ce bruit là que vous avez, alors oui ici je ne vous ai pas dit, là le temps ici c'est 1 minute. Juste sur 1 minute de données, voilà ce qu'on voit, ce qu'on a découvert en fait, on a branché le système, on ne savait pas trop ce qu'on allait voir, on pensait qu'on n'allait pas voir grand chose et en fait on voit énormément de choses. Donc ça a été la révélation. Donc ici vous avez une petite animation à partir de ce genre de données. Et donc ce qu'on voit, c'est des signaux qui se propagent, qui remontent la pente, qui arrivent jusqu'à la côte. Voilà, et qui se resserrent ici. Et donc ça, c'est en fait c'est l'empreinte des vagues sur le fond de la Méditerranée et donc sur le câble. Donc en fait, ce que voit le câble ici, c'est la houle. Alors on a fait une comparaison avec l'état de l'art pour les gens qui travaillent sur les vagues. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui travaillent sur les vagues, ils mettent un capteur de pression. Donc on a mis un capteur de pression le long du câble. Alors ça, c'est des mesures en fréquence. Donc là, il y a le capteur de pression. Donc ce que voit classiquement quand quelqu'un qui travaille sur les vagues avec son capteur. Et puis nous, on a regardé un capteur sur la fibre qui était situé au même endroit. Et voilà ce qu'on trouve. Et globalement, voilà, très bonne similarité. Et donc à partir de ça, donc ça c'est des données sur 2 semaines, on est capable à tout moment, donc c'est ce qu'on montre ici, donc les valeurs en rouge c'est le capteur de pression, donc l'instrument de référence qu'on a déployé, qu'on a mis à l'eau avec un bateau, etc. C'est la trace rouge, donc là on voit qu'il y a une tempête par exemple.
Donc la hauteur de vague moyenne passe à 2 mètres. Et voilà ce qu'on arrive à reconstruire, vu que les signaux sont très proches, on arrive à reconstruire avec les mesures fibre optique la hauteur de vague équivalente. Donc là où c'est très fort, c'est qu'avec... Donc là, il a fallu ce capteur de pression, il a fallu le mettre au fond de l'eau, le déployer, et on a la mesure en un point. Donc là, on montre qu'on arrive à ce même point à reconstruire les hauteurs de vagues, mais ça veut dire que partout le long du câble où on détecte les vagues, on peut reconstruire la hauteur de vague, et sans avoir à aller mettre un pied dans l'eau. Alors ça, c'est un autre phénomène, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on est sensible aussi à la température. Donc là, on a 2 semaines aussi de mesures. Donc ça, c'était pendant l'été 2019. Là, on regarde les 10 premiers kilomètres de câble depuis la côte, depuis la plage, en gros, ici. Et donc, ce que vous voyez, donc, globalement, hein, jusqu'ici, jusqu'au kilomètre 8, on est assez peu profond, on est à moins de 200 mètres de profondeur. Et vous voyez ces petites langues là, hop, ces variations, alors elles ne sont pas journalières, elles sont à 17 heures. Et donc ça, c'est des choses qu'on connaît. C'est des processus qui se passent à l'intérieur de la colonne d'eau. C'est-à-dire que donc on voit les vagues, nous, en surface, mais en fait, à l'intérieur de la colonne d'eau, il y a aussi des vagues qui se propagent. On appelle ça des ondes internes. Et donc c'est ça qu'on voit qui module en fait le signal de température sur le fond de la Méditerranée. Donc on a fait une comparaison avec un capteur de température. Alors, pas de chance, le capteur de température qui était disponible, il était assez loin du câble, il était à 4 km. Mais comme on regarde des processus qui sont très grands, ça fonctionne. Donc, je ne sais plus qui. Ah oui, en bleu, c'est le capteur de température, donc il y a 4 km du câble. Et en rouge, c'est les variations de température qu'on arrive à reconstruire avec la fibre. Donc toujours pareil, ces mesures de température, c'est tout un système de mesures qui a été mis à l'eau. Et ici, ce qu'on montre, c'est que donc là, on fait la comparaison sur juste un capteur qui est situé à cette profondeur-là. Mais du coup, on a la température partout sur le fond, et du coup, on voit toute la dynamique des températures sur le fond. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît très mal, qui est très mal caractérisé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des... parfois, on en parle d'incendie... Comment ils appellent ça? Des vagues de chaleur sous-marine. Donc, globalement, avec le changement climatique, l'eau se réchauffe. Ça, on le voit surtout en surface. Et on connaît très mal, en fait, comment l'eau se réchauffe aussi sur le fond. Et donc là, on a potentiellement un outil pour voir l'impact sur... finalement, il y a plein d'écosystèmes qui vivent sur le fond, donc au plus près de ces écosystèmes. Je ne vais peut-être pas m'attarder trop là-dessus, mais si on regarde plus profond, donc là, c'est la suite du câble, donc à partir du kilomètre 10 jusqu'au kilomètre 20. Donc là, on est sur le fond de la Méditerranée. On voit plein d'autres interactions entre les reliefs ici et ces ondes internes. Et ça, typiquement, ces observations-là, elles n'existaient pas avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui travaillent sur la modélisation des ondes internes, parce que ça a des conséquences ça influe énormément sur le mélange des masses d'eau, et du coup sur la capacité de l'océan à emmagasiner de la chaleur, par exemple. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais globalement beaucoup sur des simulations. Et là, on a une opportunité en fait de fournir des données pour calibrer ces simulations. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est un peu les signaux de fond, donc les vagues, la température, mais on capte aussi plein d'autres signaux transitoires. Donc ça, par exemple, c'est un séisme. Donc là, c'est un exemple sur un câble qui est à Marseille, qui est ici. Donc, ici, ça fait à peu près 80 km ici. Donc là, au début, c'est tout plat, et puis après, ça descend. Alors, pour vous expliquer, donc là, on démarre du kilomètre 20 sur cette... donc c'est en mètres. Kilomètre 20 jusqu'au kilomètre 50. Donc en gros, on regarde à peu près de, je ne sais pas, quelque part par ici jusqu'à par ici. Toute cette longueur de câble. Et ici, c'est le temps. Donc là, au départ, entre guillemets, il ne se passe rien, c'est juste le bruit de fond. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les vagues. Tout ça, c'est l'influence des vagues.
Et puis d'un seul coup, il y a cette onde qui arrive, qui est une onde sismique. Alors je ne sais plus, je crois que c'était, je sais plus où était situé le séisme. C'est un séisme qui doit être de l'ordre de magnitude 3 ou quelque chose comme ça en France continentale. Et donc on voit toutes ces ondes qui se propagent. Et alors, juste pour comprendre, hein, si même à terre, hein, dans la région, ici, enfin, je ne sais pas, sur cette partie-là, ici, on va peut-être avoir 2-3 capteurs sismologiques. Peut-être qu'il y en a un peu plus, mais voilà, pas beaucoup. Un capteur, ce que ça va donner, c'est juste une ligne ici. Okay, si on avait mis un capteur à l'eau, donc par exemple ici, bah, ça nous aurait donné peut-être voilà, une ligne sur cette image. Mais là, on en a tellement. Donc là, sur cette expérience, on avait des capteurs tous les 4 mètres. On en a tellement que ces séries temporelles, qui sont des petites oscillations comme ça, où on voit arriver les ondes, bah, quand on les met les unes à côté des autres, et on a ces images incroyables. Donc on passe en fait d'une vision à une dimension, on voit juste les variations sur un capteur, à des images en 2 dimensions. Donc distance et temps. Et donc après, bah, vous imaginez, hein, si on a des signaux aussi riches en informations, où on voit plein de phénomènes, hein, on voit plein de variations, du coup on va apprendre plein de choses qu'on ne savait pas avant. Alors ça c'est un exemple de ce qu'on peut détecter de bateaux. Donc là on repasse sur le cap de Toulon. Vous retrouvez peut-être le profil de tout à l'heure. Alors tout à l'heure on ne le voyait pas parce que en fait, les données sont tellement riches que suivant comment on les représente, comment on les filtre, etc., d'un seul coup on va voir un bateau, d'un seul coup on va voir une voiture, d'un seul coup on va voir les vagues, enfin bon. Ici, là, il se trouve qu'on voit les voitures. Donc là, j'ai perdu, là, il est en bas l'axe du temps. Mais voilà, ici, là, ce que vous voyez se croiser, là, c'est les voitures sur le bord de mer. Et donc, ben, ce que vous voyez, une application, hein, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais la pente ici, c'est la vitesse de la voiture. Donc on voit qu'il y a des... Voilà, on peut estimer très précisément la vitesse des voitures juste avec la pente. Puisque, voilà. Ici, là, on retrouve notre signal de vague, là, à la côte. Donc là, la représentation fait qu'il n'apparaît pas trop, de manière trop claire. Et ici, là, cette grosse tache que vous voyez sur le fond. Donc là, en fait, l'axe du temps, ici, on doit avoir quelques minutes. On doit avoir peut-être 10 minutes. Et en fait, ça, ce signal-là, c'est un gros bateau qui est en train de passer au-dessus du câble. Voilà, donc là, cette partie du câble, elle est à 2500 mètres de fond. On est à 2500 mètres de la surface. Là, il y a un bateau qui passe en surface. Et on voit son empreinte sur le fond. Parce qu'il envoie des ondes acoustiques. Donc ces ondes acoustiques, on peut les représenter en termes de fréquence. Voilà, donc là, ici, on est à 85, 78, 58, 50, 40. Donc tout ça, c'est des bruits qui sont générés par le bateau. Parce que vous avez les hélices, vous avez les moteurs qui tournent, et tout ça, ça interagit, ça émet différentes fréquences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la signature acoustique du bateau. Voilà, donc on peut le suivre aussi, parce qu'en fait, un peu, donc c'est ce qu'on appelle du traitement d'antenne. Donc c'est un peu la même chose qu'on fait avec nos oreilles tous les jours. C'est-à-dire on a 2 capteurs, et du coup, on est capable, avec le petit délai d'arrivée du son entre nos oreilles, de dire si le son il vient de là-bas, de là-bas, de là-bas. Bon, là, avec la fibre, on a des milliers, voire des dizaines de milliers de capteurs. Donc on fait la même chose en plus sophistiqué, et ça nous permet comme ça de suivre d'où vient le son dans l'eau. Donc de retrouver comme ça le déplacement du bateau. Donc voilà, c'est ce que représente ici. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler qu'on peut utiliser, ou le traitement d'antenne qu'on arrive à retrouver. Une autre application, c'est du coup si on détecte les bateaux, on peut détecter aussi les mammifères. Donc ça, c'est des exemples sur le cap de Toulon, toujours, Rorqual commun. Alors je suis désolé, les axes à chaque fois ils bougent, ils sont dans un sens, pas après dans l'autre. Donc là, il y a 10 minutes de signal. Ici, on regarde entre le kilomètre 16 et 30, donc à peu près, on regarde, là on est sur le fond de la Méditerranée, on regarde à peu près tout ça, quoi, de câbles. Et ce que vous voyez apparaître ici, boum, 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 toutes les 10 secondes, à peu près, normalement. C'est un champ émis par Rorqual commun. Donc c'est un signal hyper caractéristique, donc
qui est très bien connu, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, ça c'est des rorquals. Faut savoir que en plus c'est des animaux qui émettent très fort, donc en plus ça explique que le signal soit vu aussi bien, quoi. Donc là, ce qui est impressionnant, hein, c'est que si on prend ce pulse par exemple, on arrive à le suivre au moins du début jusqu'à la fin. Là. Donc là, on est au kilomètre 15, kilomètre 30, donc ça veut dire qu'il y a sur au moins 15 km de câble, on voit le signal. Ça vous montre un peu que même un capteur qui est à 15 km de ce bestiau, eh ben, on le détecte. Donc c'est vraiment extrêmement sensible. Alors ça, c'est un petit exemple d'application sur laquelle on est en train de travailler. C'est pas fini. C'est du coup d'essayer de faire un traitement systématique des données. Alors une des difficultés ici, c'est qu'on passe de réseaux, par exemple, moi dans mon cas, c'est réseaux sismologiques où on avait quelques dizaines, quelques centaines de stations au maximum, à des dizaines de milliers, voire plus de capteurs. Donc ça fait des volumes de données qui sont gigantesques. Typiquement, on peut facilement atteindre 1 teraoctet par jour. Je sais pas si ça vous parle. Donc en gros, c'est l'équivalent de votre disque dur d'ordinateur tous les jours. Voilà. Et après, il faut les analyser. Voilà. Donc en gros, il faut développer des programmes qui détectent automatiquement tous les pulses émis par le rorqual. Après toutes ces détections, donc, ils se font en plein de points le long du câble, il faut réussir à les associer entre eux. Et après, à partir de ce temps d'arrivée, en différents points du câble, on peut essayer de reconstruire. Non, je ne sais pas si ça va marcher. Hop. Non, toc. Je ne sais pas si j'ai la souris quelque part là. Ah, ça y est. Du coup, c'est sur mon écran. Ah. Il faut que j'arrête ma présentation 2 secondes. Hop. Est-ce que ça démarre? Voilà. Là, on n'a traité que 5 heures de données, parce qu'on est au tout début. Hein. Du coup, le câble de Toulon. Et donc là, c'est la matinée du 22 septembre 2023. Et donc voilà, on détecte plein d'échos et on essaye de les localiser dans le temps. Et donc on voit en fonction des heures. Là, donc là, on est... Donc ça fait 5 heures normalement, si je me souviens bien. À peu près, ouais. Voilà. Donc on avance et puis c'est tous les pulses qu'on détecte et on essaye de les localiser un par un. Donc on voit que par exemple, là ici, a priori, les rorquals, ils sont en train de se déplacer par ici. Et après, on va voir, normalement, je crois, il y a un autre groupe, voilà, qui se met à chanter par là. Oui. Est-ce qu'on n'utilise pas ça quand même pour les chasser? Non, après, comme tout, si on peut les détecter, mais globalement, je pense que ça va plus leur servir que leur faire du... Voilà. Typiquement, sur les cétacés, il y a des... comment on appelle ça? Je trouve pas le mot en français, regulation, il y a des directives, normalement, sur les cétacés, les bateaux. L'idée, en fait, c'est que si il y a des cétacés qui sont détectés, les bateaux doivent ralentir, ce qui réduit énormément le risque de collision. Ce qui a aussi beaucoup d'intérêt pour les bateaux, parce que quand les ferries rentrent en collision avec ce genre d'animaux, en général, ça peut avoir des conséquences économiques pour eux. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. Et du coup, là, potentiellement, on a un outil pour faire la détection en temps réel et prévenir les bateaux. Attention, vous avez des rorquals dans la... Parce que parfois, ils ne sont pas du tout actifs. Donc après, il y a la question de savoir est-ce qu'ils ne sont pas actifs parce qu'ils ne sont pas là ou parce qu'ils ne font pas de bruit. Mais en tout cas, quand ils font du bruit, on peut les détecter. Pour vous dire, il y a 1 mois à peu près, j'étais sur un bateau au large de Monaco. Je faisais des expériences en mer. Et j'ai regardé sur le câble dont je vais vous parler après, câble de Monaco. Et donc je les voyais en temps réel et je voyais les pulses qui apparaissaient sur mon écran et je savais qu'ils étaient quelque part à côté de nous, mais on était sur le bateau, on regardait, on les a jamais vus. Mais on savait qu'ils étaient là, parce qu'on les entendait. Alors un travail beaucoup plus récent, qui est encore assez naissant, mais du
coup, la question suivante qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut aussi détecter les poissons et est-ce que ça a un intérêt? Alors en fait, ça a beaucoup d'intérêt. Il y a à peu près un tiers, on estime, alors c'est une estimation parce que justement on a très peu de données, mais on estime qu'il y a à peu près un tiers des espèces de poissons qui font du bruit, qui émettent des sons. Et on a très peu de données parce qu'en gros, si on veut aller écouter un poisson, on va mettre un capteur à côté. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est jamais très simple. On va entendre des choses, mais on va avoir du mal à savoir si c'est le poisson qui est juste à côté, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on peut déployer de la fibre sur une zone qui est très grande, une aire marine protégée, hein, c'est notamment à ça qu'on pense. Donc c'est des petits câbles tout fins, là, en l'occurrence, parce qu'on n'a pas les moyens et pas l'envie non plus de déployer des gros câbles télécom, très lourds, etc. Là, on décable des tout petits câbles très fins, et avec ça, on détecte le bruit de différents poissons. Donc là, ici, c'est une minute de données. Donc là, vous avez des bruits qui sont émis par, a priori, le homard. Et ici, donc là, ça commence très basse fréquence. Donc c'est plutôt des bruits qui doivent être liés à un frottement et qu'on entend jusqu'à 1 kHz, si ça vous parle. Et après, là, ici, on a des pulses. Donc là, en gros, il ne se passe pas grand-chose. Il y a du bruit quand même de fond parce qu'on est dans un aquarium. Ici, on a fait des expériences avec l'aquarium de Monaco. Il y a un bruit de fond qui est lié notamment aux pompes qui font circuler l'eau en permanence, etc., qui crée pas mal de bruit. Mais ici, on voit assez clairement en fait des pulses qui sont émis, donc soit par des corbes, soit par le mérou. Le mérou est un des poissons qui fait le plus de bruit. Et ça, alors avec un peu de chance, où est-ce que c'est? Ici. Ah oui. Il y a moyen de passer le son ou pas? Automatiquement, il faut brancher un câble en plus. Celui-là? Alors peut-être faut que je dise à mon ordinateur de mettre le son sur le port HDMI. Front, right. Et... Ouais. Front, right. Ouais, en fait, j'ai pas pensé à faire un réglage tout à l'heure pour... Dommage. Right. On n'entend rien. Hein. Ouais, mais ça, c'est moi qui essaye d'augmenter le son sur mon ordinateur. Là, j'ai appuyé au max. Hein. Je suis au max, a priori. Sauf s'il y a... Non, il n'y a rien, c'est pas grave. D'accord. Ouais, là, il est au max. Et toi, sur ton ordi? Moi, je suis au max aussi sur l'ordinateur. Bon, désolé. Toc, toc, toc. Bon, c'est pas des signaux hyper impressionnants, mais c'est rigolo. C'est rigolo quand même. Et du coup, voilà, je vais vous parler d'un projet qui est en cours. Ça fait plusieurs années que je me bats pour que ça démarre et ça vient de démarrer. Donc il y a plein de câbles partout dans les océans. Enfin, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits.
Et notamment, il y a un câble qui part de Monaco et qui va jusqu'en Italie, à Savone, ici, qui fait 160 km de long. Donc c'est une zone qui est intéressante pour plein de raisons, hein. Des raisons sismologiques, il y a des failles ici qui ont généré des magnitudes 6, 7 dans le passé, et qu'on a du mal à étudier parce qu'il y a plein de sédiments qui les recouvrent. Les pentes ici, elles sont très instables. Il y a plein de traces dans les données bathymétriques qui montrent qu'il y a des glissements sous-marins qui se reproduisent régulièrement et parfois certains qui laissent à penser que c'est un vrai risque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Suivre la température le long du câble pour comprendre la dynamique de la mer Ligure, qui est parfois comparée à une sorte de mini-océan, enfin d'un océan à petite échelle, parce qu'il y a plein de processus qui se produisent sur une distance assez petite. Sismicité. C'est l'intérieur du sanctuaire Pélagos, donc il y a plein de cétacés par ici. Quoi d'autre? Enfin voilà, il y a plein d'applications possibles et sans doute d'autres qu'on n'a pas encore envisagées. Alors je vais tenter quelque chose, c'est de me connecter sur l'instrument qui mesure sur ce câble. Je vous garantis rien du tout, j'ai même pas essayé, mais avec un peu de chance ça va marcher. Alors attendez, je vais juste le ramener vers moi d'abord un coup. Hop. Bon, ça a l'air de marcher. Ah, voilà. Bon. Tchac. On est plutôt chanceux. Ah non, on voit pas. Voilà. Alors, donc là on est en direct sur le système qui est branché, qui est raccordé à Monaco sur ce câble. Donc ici vous avez le temps qui défile, parce que les mesures sont passent en temps réel. Donc là on a les dernières 3 minutes. Donc ça c'était il y a 3 minutes. Et là c'est en gros c'est ce qu'on appelle un waterfall, une chute d'eau en anglais. C'est-à-dire que les données, chaque nouvelle mesure apparaît ici, et puis descend en fonction du temps. Voilà, et puis au bout de 3 minutes, ça disparaît en dessous, mais bon, après, c'est enregistré sur les disques durs. Donc là, on est à la côte. Alors, on a supprimé, là, ici, tout le début, c'est très bruyant, parce qu'on est à Monaco, il y a les vagues, etc. Il y a toute l'activité humaine. Là, ici, on est à 70 km le long du câble. Et alors, je pense que vous les voyez, ici, en temps réel. Voilà, là, il y a donc, alors... Le point le plus proche, si on relie en fait, voilà, la visualisation n'est pas très bonne parce que à cause de l'internet, mais les images en fait sont beaucoup plus de meilleure qualité. Donc si on suit ici par exemple ce pulse, on voit que le premier point sur le câble qui est touché, il est par ici. Donc déjà visuellement, on peut dire que le cétacé, le point du câble qui est le plus proche du cétacé, il est à peu près par là, quoi. Donc si on a le câble qui est comme ça, le point qui est touché en premier par le son, donc ça nous dit que le cétacé il est quelque part sur la perpendiculaire déjà. Et puis après, on peut analyser la courbure du signal pour essayer d'estimer la distance. Voilà. Donc là, en temps réel, on peut dire qu'il y a un rorcal. Donc ça, c'est probablement. Donc ça, on peut regarder. Toc. Ça va, on a encore 2-3 minutes. Toc. Voilà. Hop. Je descende. Alors ici, on a toujours nos 70 km de câble. Ok. Et par contre, là, ce qu'on regarde, c'est les fréquences, donc les notes émises. Et donc on voit ici donc 20 Hz, donc c'est la fréquence à laquelle les rorcals émettent. On voit que ça s'éclaire
Voilà. Alors, donc voilà. Là ici, l'animal il doit être assez loin du câble parce que le signal n'est pas très puissant là dans la. Mais on voit quand même les fréquences qui ressortent. Après, il faut comprendre aussi que là, ici, cette visualisation, c'est la donnée qui est simplifiée pour être représentée en continu, parce que c'est des gros volumes de données. Quand on va vraiment regarder la donnée, on voit des choses beaucoup plus détaillées. Ok, hop. Du coup, je vais juste le remettre en place. Hop. Ça marche toujours. Ok. Voilà. Donc ça, on en a parlé, le câble. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus. On peut après discuter. Je suis sûr que vous avez des questions. Donc, cette technologie, qui s'appelle Distributed Acoustic Sensing, on n'a pas encore développé de nom en français, vraiment. Mais je pense que ce n'est pas du tout usurpé de dire que c'est une révolution instrumentale. Quand je me suis penché sur les fibres optiques pour voir ce qu'on pouvait faire en termes d'instrumentation, j'ai jamais imaginé qu'on pourrait voir des signaux sur aussi loin, autant de points tout le long du câble, que ça soit aussi facile à mesurer, que on puisse non seulement détecter, alors moi à l'époque c'était pour détecter les séismes, mais qu'on détecte aussi les bateaux, les cétacés, les poissons, qu'on puisse faire de la mesure de température, voilà. Et donc là, je me suis focalisé sur l'océan, mais vous pouvez imaginer que si on se branche sur une fibre qui passe ici, on va détecter aussi plein d'autres choses, hein. Je vous ai montré les voitures tout à l'heure, mais il y a plein d'applications auxquelles on peut penser. Donc c'est très intéressant. Voilà, il y a une petite faute d'orthographe. Donc les milieux urbains, typiquement, c'est des endroits où c'est difficile de mettre des capteurs. Par exemple, pour imager ce qui se passe sous la ville. Donc avec la fibre optique, on peut collecter assez facilement. Donc il y a les réseaux fibre optique partout. Les milieux extrêmes aussi, parce que les fibres optiques sont, comme c'est des matériaux très purs, la fibre optique, elle est très tolérante à la chaleur, à la pression, hein, par exemple, au fond des océans. Donc il y a plein de collègues qui travaillent sur les volcans, mettre des fibres optiques pour suivre les éruptions volcaniques, etc. Dans les glaciers dans les Alpes, ailleurs, en Antarctique, etc. Il y a plein de projets. En gros, la communauté est en pleine ébullition. Voilà. En plus, ce qui est génial, hein, c'est que dès qu'on a une application, hein, par exemple, là, on arrive à reconstruire les hauteurs de vagues. Et ben, ça veut dire que demain, si, je ne sais pas, Météo France est intéressé pour avoir un système opérationnel le long d'un câble pour savoir en tout point quelle est la hauteur de vague, et ben, il y a juste à brancher le système et alors, donc développer un petit peu la partie logicielle, mais voilà, ça c'est rien quoi. Puisque toutes les mesures arrivent en temps réel, donc on peut, voilà. Dès qu'on a une application, le suivi des cétacés, par exemple, là, enfin voilà, ça, je vous ai montré, n'importe qui peut voir le cétacé et dire il y en a un dans cette partie du câble. Voilà. Et en plus, on est vraiment qu'au début, parce que donc tout ça en fait c'est basé sur des composants de photonique. Donc derrière il y a toute l'industrie des télécoms. Il y a encore finalement peu de recherche sur ce type de système qui a été faite pour le développer. Et donc moi ça fait globalement les premiers vrais résultats, ça date de 2018. Donc on est 6 ans après, et déjà là en 6 ans, le chemin qui a été parcouru est juste incroyable. Maintenant, il y a des démonstrations qui ont été faites, qu'ils arrivent à faire des mesures sur 1000 km. Là, la semaine dernière, il y avait une conférence aux États-Unis où Nokia a annoncé qu'ils arrivaient à traverser les océans. Parce que donc il y a des limites techniques en fait dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, mais en gros, on est en train petit à petit de les repousser les unes après les autres. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est basé sur des télécoms, etc., où on est capable de faire des choses incroyables. Donc voilà. Les systèmes, pour l'instant, ils sont
Ils sont très puissants, mais a priori, ils sont pas du tout au max de leur potentiel. On voit ça sur... et ça, je dis ça parce qu'on a le recul sur le développement de la sismologie ou de l'instrumentation satellite ou toutes les instrumentations en géophysique. Et ben, globalement, ça met des dizaines d'années avant que les technologies arrivent vraiment à leur plein potentiel. Et là, on en est vraiment qu'au tout début. Voilà. Et puis, je vais finir avec un point qui est vraiment essentiel. C'est que pareil, avec ce recul historique, on sait que dès qu'on a fait un bond en termes d'observation dans les sciences de l'environnement, derrière, il y a toujours eu des découvertes qui sont nées de ces observations. C'est vraiment, en sciences de l'environnement, c'est vraiment un élément essentiel, l'observation. Voilà, avec les satellites, on a découvert, on a observé des choses qu'on ne voyait pas avant. Sur les failles, par exemple, voilà, on se disait que la faille, elle bouge quand il y a un séisme. Maintenant, on voit très bien plein de failles bouger sans qu'il y ait de séisme. Ce qu'on appelle les séismes lents. Et voilà, donc je pense que voilà, c'est non seulement une révolution instrumentale, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact en termes d'application pour notre quotidien, sans doute, mais qui va aussi sans doute apporter beaucoup de connaissances fondamentales.